Bienvenue à l'Afrique Info sur CCTV français. On commence en Égypte et inquiétude dans le pays parmi les élus suite à l'élection d'Ali Abdel Al comme nouveau président du Parlement égyptien. Le désordre et la tension étaient visibles parmi les nouveaux membres du tout nouveau Parlement. Adel El Marouki nous en dit plus. Ali Abdel Al est devenu samedi le président du Parlement. L'ancien professeur de droit constitutionnel a fait la majeure partie de sa carrière à l'étranger. Pendant presque 2 décennies, il a été conseiller au palais royal du Koweït. Il est revenu en Égypte au cours des dernières années et est devenu l'un des auteurs principaux de la Constitution de 2014. Aux yeux de nombreux hommes politiques, sa sélection comme président du Parlement est une énigme. Le choix d'Ali Abdel Al comme président du Parlement me paraît étrange. Dans le monde politique, il n'est pas seulement un inconnu, il n'a tout simplement jamais existé. Ali Abdel Al a été nommé par une coalition d'indépendants intitulée Soutenir l'État et connu pour son soutien au président. 3 jours ont passé et les chambres législatives n'ont pas encore commencé à discuter l'ensemble des 340 lois et décrets. Un article constitutionnel oblige le Parlement à les passer en revue au cours des 15 premiers jours du nouveau Parlement. Malheureusement, aussi bien le président élu que le président de transition ont abusé de leur pouvoir législatif et produisent un grand nombre de lois. Pour examiner ces 340 lois convenablement au sein du Parlement et en utilisant des procédures législatives régulières, cela pourrait prendre 10 ans. Ceux qui ont rédigé la Constitution n'avaient pas pensé qu'un président émettrait plus que quelques lois urgentes. La charge législative s'alourdit alors que certaines de ces lois ont déjà suscité beaucoup de controverses. Les membres du Parlement ne devront pas seulement approuver ou rejeter ces lois, on attend aussi d'eux qu'ils proposent des réformes. Nous attendons des lois sur le terrorisme, sur les manifestations, sur le service civil et sur l'investissement. Ces lois devraient créer de la controverse au sein du Parlement et nous espérons que les membres du Parlement qui ont été élus récemment agiront au service du peuple égyptien et non pas seulement au service du gouvernement ou du président. Les premières sessions du Parlement diffusées en direct à la télévision ont déçu beaucoup d'hommes politiques. Les parlementaires ont eu telle quantité de travail et si peu de temps disponible que beaucoup craignent qu'ils ne parviennent pas à respecter la date limite et que le pays se trouve confronté à un conflit constitutionnel. Direction la Libye où les derniers attentats du groupe État islamique suscitent des inquiétudes grandissantes quant à la façon de gérer l'influence du groupe terroriste. Des dizaines de personnes ont été tuées ces derniers jours et le groupe a frappé des terminaux pétroliers majeurs de Syrie. Reportage. Au moyen d'attaques poursuivies en Syrie et en Irak, le groupe État islamique a renforcé sa présence en Libye. Le chaos y a créé l'environnement idéal pour se développer et gagner davantage de territoire. Les voisins de la Libye, la Tunisie et l'Égypte ont souffert avec la multiplication d'attaques sur les touristes et le personnel de sécurité. L'Égypte a répondu en lançant des frappes aériennes sur les camps du groupe État islamique à Sirte l'année dernière. Les observateurs déclarent qu'une plus grande intervention concertée est nécessaire. L'Égypte a le droit de se défendre, en particulier après que les Coptes égyptiens ont été enlevés l'année dernière. L'Égypte a appelé le monde à intervenir, mais il n'a rien fait. Le groupe État islamique s'est déployé et les choses ont empiré. La Ligue arabe n'a rien fait de plus que condamner cette situation et demander aux Libyens de s'unir. Les Nations unies espèrent que l'accord de paix récemment obtenu en vue de former une coalition gouvernementale mènera une action plus efficace sur les propres forces libyennes. Et les analystes déclarent que les récentes attaques sur les raffineries pétrolières pourraient marquer un tournant. Les pays occidentaux tels que l'Italie ont des projets encore non terminés ici. Les raffineries pétrolières sont vitales pour l'Occident et ils ne veulent pas les perdre. Dépendre des États-Unis serait une erreur. Je pense que la France fera quelque chose et l'Italie aussi en vue de résoudre la crise. Les analystes estiment que l'année 2016 verra l'émergence d'une action internationale contre le groupe État islamique en Libye. Une intervention égyptienne est attendue, même si la Ligue arabe ne prend aucune action. Quand le président Buhari a gagné la faveur des Nigérians lors des dernières élections, il a promis de mettre fin à la corruption dans le pays. Lors de sa croisade anti-corruption au Nigeria, il a lancé un appel sans précédent pour une plus grande imputabilité. Les premiers signes de l'engagement de M. Buhari pour enrayer la corruption dans les plus hautes sphères de l'État se sont matérialisés lors de l'arrestation de l'ancien ministre du pétrole, Diezani Alison Madueke, pour le détournement des milliards de
le Nairas, la devise locale, appartenant à la compagnie pétrolière d'État du Nigeria. L'ancien ministre du pétrole a rejeté en bloc toutes les accusations. Plusieurs citoyens ont reconnu l'impact positif de l'adoption des mesures autoritaires du président pour contrer la corruption. Les observateurs internationaux ont commencé à arriver en Ouganda en vue des élections qui se tiendront le mois prochain. L'Union européenne a envoyé une trentaine d'observateurs pour le moment. Leur arrivée coïncide avec une hausse des inquiétudes concernant des risques de violence lors de ce scrutin. L'élection présidentielle n'aura lieu que dans 5 semaines, mais un premier groupe d'observateurs de l'Union européenne est déjà présent en Ouganda. L'UE a annoncé que ses observateurs vérifieraient avec attention les préparatifs et le déroulement de ces élections. Nous regarderons avec attention s'il y a des problèmes avec le comportement des partisans de certaines autorités de l'État. Nous irons à la rencontre des responsables de district pour leur demander l'état des préparatifs pour les élections et observerons le comportement de la police, de l'armée et toutes les questions importantes liées à la violence pour maintenir le calme lors de ces élections. La semaine dernière, le gouvernement a accusé l'opposition d'avoir formé des groupes ayant provoqué des violences. L'opposition a réfuté ces allégations et a en retour accusé la police d'avoir recruté les personnes pour les harceler, ce que la police a nié. C'est notre responsabilité de nous assurer qu'il n'y ait pas de trouble. La police a un plan pour soutenir la commission électorale. C'est ce que nous faisons depuis que tout le processus a débuté et nous protégeons tous les candidats. 7 candidats sont en lice pour être élus à la tête du pays. Le président en exercice, Yoweri Museveni, fait face à la concurrence de son ancien médecin, Kizza Besigye, et de son ancien Premier ministre, Amama Mbabazi. Le pays organise dans le même temps des élections parlementaires et celles des conseils locaux. L'Union européenne a annoncé qu'elle dépenserait environ 3,5 millions de dollars pour surveiller ces élections. 80 observateurs supplémentaires de l'UE arriveront en Ouganda peu de temps avant la tenue du scrutin afin de renforcer l'équipe déjà présente sur place. Leurs observations seront rendues publiques à l'issue des élections. Et la Chine aide également l'Ouganda à améliorer le transport maritime sur le lac Victoria. Elle a construit un navire d'une valeur de 13 millions de dollars américains afin qu'il puisse aider les navires de marchandises entrant ou sortant des ports au Kenya et en Tanzanie à faire des manœuvres d'accostage. Le Mango Tree Group, compagnie chinoise, travaille d'arrache-pied pour apporter la douche finale à la première drague ougandaise. Le projet a pour but de faciliter le transport maritime entre le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Ces différents pays se partagent le lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique. Ils espèrent ainsi réduire le temps et le coût du transit. Tous les jours, des centaines de camions transportant des milliers de tonnes de marchandises traversent les frontières de l'Ouganda en provenance ou à destination des ports. Il existe un danger potentiel sur les routes et les camions prennent jusqu'à 3 jours pour atteindre Kampala, mais en utilisant le transport maritime, le temps du voyage est réduit à 15 heures seulement. L'Ouganda utilise les routes en provenance du Kenya et de la Tanzanie pour importer une bonne partie de ses marchandises. Ainsi, la facilitation du transport maritime représente une alternative fiable pour les commerçants, alors que le bloc commercial de l'Afrique de l'Est attend depuis longtemps la construction d'une voie ferrée. La Chine planifie aussi d'utiliser des matières premières extraites du lit d'eau. Comme nous le savons tous, c'est une drague. Et si nous draguons les pierres et le sable du lac et les transportons jusqu'au quai, nous pouvons ensuite utiliser des machines pour séparer les différents types de matériaux qui pourront être utilisés comme matériel de construction pour les ports, les voies ferrées et les aéroports. Les ports du Kenya et de la Tanzanie ont récemment exécuté sur les côtes de l'Afrique de l'Est des travaux additionnels de dragage. L'Ouganda a indiqué que dans le cadre du commerce de l'importation et de l'exportation, les efforts entrepris pour draguer ces eaux navigables vont accroître le niveau d'efficacité. Médecins sans frontières a suspendu une opération de sauvetage de migrants venant d'Afrique en mer Méditerranée. L'organisation déclare avoir sauvé quelques 20 000 personnes au cours des derniers mois. Mais en hiver, la mer est bien trop dangereuse pour poursuivre les opérations.
Le périple est de plus en plus risqué alors que l'hiver s'intensifie. Médecins sans frontières a mené des opérations cruciales de recherche et de sauvetage pour éviter la noyade à de nombreuses personnes quand leur embarcation de fortune a chaviré. Mais en raison du déchaînement des mers, ils ont dû interrompre leur mission sur le trajet Libye-Italie qui a été celui emprunté par les migrants africains pour atteindre les côtes de l'Union européenne. Nous avons vu trop de gens mourir en tentant de franchir la Méditerranée depuis la Libye, pour tenter en général de gagner l'Europe. Alors nous avons décidé de faire quelque chose de plutôt inhabituel pour MSF, d'entamer des opérations de recherche et de sauvetage. Désormais, nous sommes arrivés en fin d'année avec cette période hivernale et ces conditions météo, vous avez moins de gens qui effectuent la traversée. L'opération a débuté en mai 2015 et permis de sauver près de 20 000 personnes. De nombreux réfugiés et migrants empruntent désormais une route plus sûre des côtes turques vers les îles grecques, où le franchissement n'est que de quelques kilomètres. MSF insiste que fournir des canaux légaux de migration vers l'Europe est la seule manière d'éviter toutes ces vies perdues en mer. L'agence frontalière européenne Frontex est désormais la seule responsable pour la coordination des opérations de sauvetage en Méditerranée, grâce au recours aux capacités navales des États membres de l'Union européenne. Un travail salué par les organisations d'aide qui indiquent que le support financier doit se poursuivre. Il est vital que ces ressources ne décroissent pas et aussi qu'une solution sur le long terme soit trouvée en se posant les bonnes questions. Nous devons établir une procédure améliorée dans la gestion de ceux qui arrivent, de même qu'en établissant leur vulnérabilité s'il s'agit de femmes ou d'enfants. Ceux qui sont confrontés à la violence, autant d'éléments devant être mis en place. Il ne faut pas oublier les inquiétudes sécuritaires croissantes. Plus de 3 700 personnes sont mortes en tentant de franchir la mer vers l'Europe en 2015. Et quand l'hiver touchera à sa fin, le flux de personnes devrait croître de nouveau et la pression sera sur les gouvernements européens afin de garantir que moins de personnes se noient dans les eaux en 2016. Jetons un œil à présent au marché boursier européen, américain et africain. La bourse de Paris a terminé en nette hausse mardi. L'indice CAC 40 a pris 66,01 points à 4 378,75 points dans un volume d'échange modéré de 3,8 milliards d'euros. L'indice FTSE britannique et des principales valeurs a gagné 0,98% par rapport à la clôture de la veille à 5 929,24 points. L'indice vedette DAX a regagné sur la séance de mardi 1,63% à 9 985,43 points. La bourse de New York a fini la séance de mardi en hausse. Le Dow Jones a gagné 0,72% et le Nasdaq 1,03%. Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a avancé de 118,47 points à 16 517,04 points et le Nasdaq à dominante technologie de 47,93 points à 4 685,92 points. Et maintenant, le temps consacré aux bourses des pays africains. L'indice sud-africain Jitopi a augmenté de 0,02%. L'indice Massi du Maroc a perdu 0,09% et l'indice Setoun de la Tunisie a augmenté de 0,84%. Et on enchaîne de suite avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. Et après la bourse, maintenant intéressons-nous au Zimbabwe où le gouvernement a pris des mesures pour éviter une crise alimentaire imminente. Le Bureau national des acquisitions a autorisé le Bureau de gestion des céréales à importer de façon urgente 230 000 tonnes de maïs du voisin zambien. 30 000 tonnes seront fournies immédiatement pour faire face à la famine en raison de rapports alarmants indiquant qu'il ne restait que quelques semaines de réserve. Cela, selon des officiels, sera réglé en peu de temps.
Au moins 1,5 million de Zimbabwéens ont reçu des suppléments alimentaires cette année, après que de faibles précipitations ont anéanti les récoltes dans la plupart des zones du pays suite à la sécheresse ayant touché la région sud l'année dernière. Il s'agit d'une bonne quantité initiale pour répondre aux besoins de la population durant une certaine période. Et les choses s'annoncent sombres pour 2016. Le Zimbabwe est confronté à une autre sécheresse en raison des effets du phénomène El Niño, le pire en 18 ans. L'année dernière, près de 150 millions de dollars ont été dépensés en importations alimentaires. Et davantage sera nécessaire cette année, avec une demande qui devrait mettre du stress et une pression supplémentaire sur les caisses de la nation. L'État, par le biais de son Bureau national des céréales, s'est chargé de la plus grande partie de ces acquisitions. Le Bureau national des céréales dispose d'un financement faible et n'est pas parvenu à payer les fermiers locaux pour leur livraison aux silos nationaux au cours des dernières années. Et ce sont ces insuffisances locales qui ont amené des acteurs privés à prendre part au processus. Et des meuniers privés font du lobbying auprès du ministère de l'Agriculture pour accorder davantage de licences d'importation et garantir ainsi la qualité des céréales, pas uniquement de Zambie, qui cette saison va aussi connaître un déficit, mais venant d'autres marchés plus éloignés comme l'Amérique du Sud. Historiquement, nous savons qu'une plus grande participation du secteur privé mène à des marchés plus efficaces. Il est irréaliste de penser qu'avec l'état de notre agriculture et les lois actuelles, nous serons capables de répondre à nos besoins. Le secteur privé peut intervenir d'une manière plus importante et garantir qu'il y a une quantité optimale de maïs. La demande annuelle en maïs du Zimbabwe est d'1,8 million de tonnes. Le gouvernement cherche à importer environ 700 000 tonnes pour éviter les pénuries cette année. Le gouvernement fédéral du Nigeria dépense presque 10 millions de dollars américains par jour pour subventionner du carburant importé pour la consommation intérieure. Une dépense énorme que le président Muhammadu Buhari cherche maintenant à diminuer en rénovant les raffineries du pays. Et tout de suite, les détails. Finalement, les valves sont ouvertes. La raffinerie de 36 ans située dans l'état du Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria, est la dernière raffinerie à reprendre la production. Le Nigeria espère ainsi pouvoir atteindre ses quotas de 20% de production de son pétrole. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, le président Buhari a annoncé un changement majeur qui permettrait aux raffineries du pays de devenir rentables et sauverait les milliards de dollars dépensés en subventions aux carburants importés. Même si elles ne fonctionnent pas encore à pleine capacité, les opérateurs disent ici que les opérations dans les raffineries ont, en peu de temps, facilité les choses. Depuis les quelques jours que nous sommes en opération, nous avons pu constater qu'il n'y a plus de file d'attente dans les stations-service. C'est la contribution que notre raffinerie amène dans la région et surtout dans le nord du pays. Nous sommes présentement à 60% de notre capacité de production. Nous produisons entre 1,6 million de litres et 2 millions de litres d'essence chaque jour. La raffinerie de Kaduna a été construite pour desservir en carburant le nord du pays. Fonctionnant actuellement à 60% de sa capacité, elle produit 20 fois plus d'essence qu'il y a quelques semaines à peine. Maintenant, l'objectif est de passer à 90% de sa capacité dans les plus brefs délais. Aujourd'hui, nous sommes à 60%. Nous pouvons donc produire un peu plus de 1,6 million de litres d'essence par jour. Bien sûr, nous voulons produire davantage et si nous atteignons la cible des 90%, nous serons en mesure de fournir 2 millions de litres par jour. Le plus grand producteur africain de pétrole brut a besoin de 40 millions de litres de carburant par jour, mais le pays manque de capacité pour raffiner ses ressources. Ces raffineries ont été négligées pendant des dizaines d'années et les raffineries privées ne pouvaient pas opérer en raison des coûts prohibitifs. Et cela a plongé le Nigeria dans une crise alors que les négociants gouvernementaux et de carburant ont été empêtrés dans un conflit sur les subventions. Les ventes de pétrole brut comptent pour plus de 70% des revenus totaux du pays et pour plus de 90% de ses revenus en devises étrangères. Mais ces deux sources de revenus ont été diminuées de façon importante ces dernières années. L'économie du pays a échappé à la récession en décembre et l'administration actuelle tient à éliminer le coûteux programme de subvention et toute la corruption qui y est associée. Mais le plus important, c'est de s'assurer que les citoyens du pays auront de l'essence à mettre dans leurs véhicules. C'est la fin de cette édition d'Afrique Info. Merci à tous de votre fidélité. À bientôt.